Inspiration. Qu'est-ce qui fait qu'une vie est réussie? Est-ce la réussite professionnelle, la richesse matérielle, ou bien les relations humaines? Et pourquoi, malgré tous nos efforts pour réussir, tant de gens peinent-ils à trouver ce bonheur durable? Si vous deviez faire un seul choix pour assurer votre santé et votre bonheur futur, quel serait-il? Dans cet épisode, nous explorons un livre fascinant qui tente de répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Qu'est-ce qui fait une vie heureuse? Basé sur l'étude la plus longue jamais réalisée sur le bonheur humain, The Good Life de Robert Waldinger et Mark Schultz propose une réponse surprenante pour trouver les clés d'une vie heureuse et épanouie. En plongeant dans les leçons tirées de cette étude de Harvard, nous allons découvrir comment construire une vie épanouie et durable. Alors, quelles sont ces fameuses leçons et comment les appliquer à notre vie? Accrochez-vous car cet épisode pourrait bien transformer votre vision du bonheur. Déjà, comme toujours, parlons en premier lieu de pourquoi j'ai lu ce livre. J'ai lu ce livre sur un coup de tête, un peu impulsivement, je l'avoue, mais je trouve que l'anecdote est belle. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de l'étude d'Harvard il y a quelques années, j'avais regardé le TED Talk du mec qui l'avait mené, et à l'époque, j'étais abonné même à Harvard Business Review, et ça m'avait vraiment impressionné qu'on puisse tenir une étude comme ça plus de 80 ans. Mais récemment, je voyais un réel Instagram d'un mec qui utilisait cette étude pour dire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est un truc qui mérite beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, pas toujours vraies, mais parce qu'ils le disent avec assurance ou en utilisant des arguments qui n'ont rien à voir, ici une étude de 80 ans sur le bonheur, alors il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Et je trouve ça hyper dangereux, surtout avec l'avalanche de contenu qu'on consomme tous les jours, on n'est pas forcément bien armé pour aller vérifier toutes les sources. Enfin bref, cet épisode n'est pas une leçon, mais un book club. Et je vous parle de ce livre parce que suite à ce réel, je me suis dit, c'est pas possible. Il doit y avoir un moyen de vérifier ce que dit vraiment cette étude. J'ai donc recherché déjà du côté de HBR, donc Harvard Business Review, où je cherchais le papier qui aurait été publié. Impossible de le trouver, mais à la place, j'ai trouvé ce livre. C'est un peu plus long à lire qu'un article scientifique, mais en vrai, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, ma curiosité m'a permis de lire ce livre rapidement pour m'enrichir de cette étude d'Harvard et de vous partager dans cet épisode le bilan de la lecture et mon ressenti. Pour présenter le livre et les origines de l'étude d'Harvard, The Good Life a été écrit par Robert Waldinger et Mark Schultz, qui sont chercheurs et psychologues à l'université de Harvard. Ils se sont plongés dans le fameux Study of Adult Development, c'est l'étude du développement adulte. Ce projet de recherche, il a débuté, attention, en 1938. Et il a suivi donc plusieurs centaines de participants tout au long de leur vie, en examinant leur santé régulièrement, en posant des questions sur leur travail, leurs relations et leur réussite. L'objectif des auteurs est simple, mais il reste ambitieux. L'idée, c'est d'offrir des leçons concrètes pour mieux comprendre le bonheur. Ce livre, il est à la fois une synthèse des résultats de l'étude, mais aussi un guide pratique. Il nous interroge en posant la question, sommes-nous réellement concentrés sur les bons objectifs de vie? Dans cet épisode, on va explorer 3 idées majeures du livre, l'importance des relations, la capacité à surmonter les défis et le rôle de la santé mentale et physique. Plongeons donc dans ces enseignements et voyons ce qu'ils révèlent. La première idée clé qui est présentée dès le début dans le livre et qui est un résultat surprenant de l'étude et qui est vraiment mis en avant, ce sont les relations humaines. Pour les auteurs, les relations humaines sont l'essence d'une vie heureuse. Les résultats de l'étude sont clairs, la qualité des relations, c'est l'un des facteurs les plus déterminants pour avoir une vie épanouie. Contrairement aux attentes initiales, la richesse, la célébrité ou même la réussite professionnelle, ces indicateurs ne sont pas fiables pour évaluer le bonheur à long terme. Dans le livre, on dit « Le bonheur est un reflet de la qualité de vos connexions humaines, pas de votre statut social. » Waldinger et Schultz soulignent qu'avoir des relations proches et positives réduit le stress, améliore la santé mentale et prolongerait même l'espérance de vie. Ils rapportent en fait que les participants les plus heureux dans leur vieillesse étaient ceux qui avaient entretenu des relations chaleureuses tout au long de leur vie. La solitude, en revanche, s'est avérée être parfois aussi nocive pour la santé que le tabagisme ou l'alcoolisme.
Alors comment on peut appliquer cette idée? Il s'agirait alors à ce moment-là d'investir du temps et de l'attention dans les relations qui comptent pour nous. Ça peut être aussi simple qu'appeler un ami ou encore exprimer sa gratitude envers un proche, régulièrement et constamment tout au long de sa vie. Et pour aller un peu plus loin dans les relations, on explique aussi dans le livre que les relations sont la pierre angulaire de la santé et du bonheur. En fait, la qualité de nos relations, selon l'étude Harvard, est le meilleur prédicteur de notre santé et de notre bonheur. Comme ils le disent dans le livre, si nous devions résumer 84 ans de recherche en une seule phrase, ce serait celle-ci. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et plus sains. Point final. Les relations ne sont pas seulement un support émotionnel, elles protègent aussi contre les aléas de la vie, et les chercheurs ont découvert que les participants les plus satisfaits dans leurs relations à 50 ans étaient ceux qui, à 80 ans, jouissaient de la meilleure santé mentale et physique. Et donc à travers ces deux points, on voit que les relations sont la clé de voûte à la fois de notre santé, mais aussi de notre bonheur. Et donc il faut savoir choisir les personnes avec lesquelles on s'entoure et avec lesquelles on va faire notre vie et tout simplement avec qui on passe du temps tous les jours. Dans un deuxième temps, je vous parlais de la capacité à surmonter des défis. Et donc on parle de résilience dans le livre et la capacité des personnes à transformer les épreuves en apprentissage. La vie est pleine de défis. Et en fait, certains participants à l'étude n'y ont pas échappé. Ils ont traversé des périodes très difficiles, des divorces, des pertes d'emploi, des problèmes de santé. Pourtant, l'étude révèle que ceux qui ont réussi à surmonter ces épreuves avec résilience étaient souvent les plus satisfaits à long terme. Ils disent: les épreuves ne définissent pas notre vie. Notre manière de les traverser, si. En fait, les auteurs évoquent des histoires de participants qui ont su trouver du sens dans les moments les plus sombres, transformant en fait des expériences qui étaient plutôt négatives en opportunités de croissance. Cette résilience, elle a non seulement renforcé leur bonheur, mais elle les a également aidés à mieux gérer les épreuves futures. J'aime bien expliquer que tant qu'on n'a pas connu des bas dans notre vie, on ne peut pas vraiment savourer les hauts. Et j'ai constaté dans le livre que les personnes de l'étude n'ont pas forcément des vies extraordinaires. On n'est pas sur des influenceurs qui ont fait le tour du monde ou qui ont monté des entreprises et qui sont devenus millionnaires, etc. Mais on est sur des personnes qui ont des vies assez classiques, même s'il y avait des cadres supérieurs, des professions plus ouvrières, etc. Et quand on mène une vie normale, c'est difficile d'apprécier les plaisirs de la vie de tous les jours. On aspire toujours à plus par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et on a tendance à se comparer avec plein de personnes. Et je pense que les épreuves de la vie qui sont difficiles nous permettent finalement de trouver la gratitude ou du bonheur dans les événements de la vie quotidienne. Et donc comment on pourrait appliquer cette idée? Simplement en cultivant la résilience, c'est-à-dire qu'il faut accepter que les épreuves font partie de la vie et trouver des ressources en nous ou autour de nous pour les traverser. Il faut savoir prendre du recul, se rappeler de ses forces et savoir trouver du soutien auprès, par exemple, de ses relations, de ses proches qui sont là pour faire face aux difficultés avec nous. Et je vous parlais de comparaison et l'influence de la société en règle générale, et il y a un autre point qui est illustré dans le livre qui est l'illusion de la société moderne. Dans notre monde, le bonheur, il est souvent associé à la réussite matérielle, à l'argent, le statut, les possessions. Finalement, ce qu'on peut comparer. Mais l'étude, elle révèle que l'argent et le succès ne garantissent finalement pas le bien-être. Une fois les besoins de base couverts, la richesse n'apporte pas de bonheur supplémentaire. Il y a un seuil financier à partir duquel l'argent ne fait plus de différence en termes de bonheur. Et en réalité, la poursuite effrénée de ces objectifs, comme l'argent, le statut, les possessions, ça peut même nous détourner de ce qui nous rend véritablement heureux, puisque ce qui nous rend véritablement heureux, selon cette étude, ce sont des liens humains authentiques. Et les chercheurs, du coup, dans le livre, ils appellent même ce phénomène la prévision affective. En gros, c'est le fait de croire qu'on sait ce qui nous rendra heureux, comme une promotion ou une nouvelle voiture. Mais une fois qu'on obtient ces choses, on est souvent déçu, parce qu'elles ne répondent pas à notre besoin de connexion humaine. Ils écrivent donc: plus d'argent n'apporte pas forcément plus de bonheur, mais moins d'argent est associé à plus de souffrance. Le bonheur durable, ou eudémonia, comme le décrit Aristote, se trouve dans le sens et le bien-être profond, plutôt que dans les plaisirs éphémères. En fait, le bonheur, c'est un bonheur qu'on ressent lorsque nous nous engageons dans des relations significatives et des activités qui donnent un sens à notre vie.
Et enfin, pour terminer, je vous ai promis qu'on allait parler du rôle de la santé mentale et physique, et on n'y échappera pas. Le dernier point, c'est l'importance d'un équilibre dans la santé mentale et physique. Pour terminer, The Good Life, il souligne l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit. L'étude a démontré une fois de plus que les participants en meilleure santé physique et mentale étaient souvent les plus heureux et satisfaits. Cependant, la santé, elle n'est pas uniquement une question de gène, elle dépend aussi de nos choix quotidiens. Dans le livre, ils disent « Prendre soin de soi, c'est investir dans son bonheur futur ». Imaginez-vous, aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, 40 ans, allez. Les choix que vous faites aujourd'hui vont conditionner la forme et la santé dans laquelle vous vous trouverez à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Le livre, lui, il évoque l'impact de pratiques simples, comme l'exercice régulier, le sommeil, la méditation, sur le bien-être général. Au-delà de l'effet immédiat que vous procureront ces activités, ce sont des habitudes qui créent un terrain propice à une meilleure santé mentale et qui vont vous permettre d'arriver à 60 ans, 70 ans, 80 ans, comme je l'ai dit, dans de meilleures conditions. Ça peut commencer par des actions simples, comme marcher tous les jours ou prendre quelques minutes pour méditer. L'idée, c'est de voir notre corps et notre esprit comme un ensemble à entretenir pour mieux profiter de la vie. Ça reste notre meilleur investissement. Et pour terminer, petit bonus sur l'attention. Au-delà de la santé mentale, de la santé physique et du bonheur, le livre, qui a été écrit en 2023, déclare que l'attention, c'est le cadeau de la présence dans un monde distrait. Puisque dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est de plus en plus difficile de donner à nos relations l'attention qu'elles méritent. Pourtant, l'attention, c'est notre ressource la plus précieuse. Elle constitue un acte de générosité et de présence. Simone Weil a décrit même l'attention comme la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Et les auteurs du livre parlent de la forme physique sociale. C'est cette idée que nos relations ont besoin de soins et d'entraînement, tout comme notre corps. Nos relations, elles ne peuvent pas s'épanouir en pilote automatique. Elles exigent de l'attention, du temps et de la vulnérabilité. Et donc prendre soin de nos relations, c'est une façon d'investir dans notre bonheur futur. Une citation du livre qui illustre très bien cette idée, c'est « Un esprit constamment distrait est lié à l'insatisfaction. Être présent est la seule manière d'éprouver le bonheur véritable. » En conclusion, est-ce que The Good Life est un livre à lire absolument ? La réponse que je vous apporte, c'est pas forcément. Les résultats de l'étude sont hyper intéressants, je vous l'accorde, et je pense honnêtement, en toute modestie, que ce podcast, accompagné du TED Talk, vous permet d'avoir 80% de la valeur de l'étude. Je vous encourage plutôt à lire le livre si, comme moi, vous souhaitez en savoir plus et être sûr de ce qu'il faut croire ou pas de ce qu'on en raconte. Mais le livre n'offre pas seulement une réflexion profonde sur le bonheur, il propose un guide pratique basé sur des faits scientifiques, des histoires humaines inspirantes pour enrichir notre vie et dans une démarche plutôt assez complexe, plutôt assez scientifique et donc qui n'est pas forcément très agréable à lire comme un roman peut l'être, etc. Mais via le TED Talk que je vous encourage à écouter et cet épisode de podcast, vous avez tous les éléments en main pour intégrer des actions simples pour entretenir vos relations, développer votre résilience et prendre soin de vous-même. Vous pourrez alors vous rapprocher d'une vie plus heureuse et épanouie. Le livre nous rappelle, le bonheur, selon cette étude, ne se cache pas dans de grandes réalisations ou des possessions matérielles, mais dans les petits gestes, les relations et les habitudes qui façonnent notre quotidien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à investir dans votre propre bonheur ? Si vous cherchez à améliorer votre qualité de vie, la meilleure décision pourrait être de prendre le temps de renforcer vos relations. 84 ans de recherche l'ont démontré, le bonheur se trouve dans les petits gestes, les connexions sincères et la présence à l'instant présent. On termine sur une dernière citation. La vie bonne, c'est apprendre à aimer, à se laisser aimer et à grandir aux côtés des autres à travers les joies et les défis de l'existence humaine. The Good Life est un appel à repenser notre quête de bonheur et à investir dans ce qui compte vraiment, les relations humaines. Ce livre, il nous rappelle que chaque moment passé avec ceux que nous aimons est un instant précieux, une opportunité de créer des souvenirs durables. Et en fin de compte, la vie bonne n'est pas un chemin de réussite individuelle, mais un parcours partagé, une aventure enrichie par la présence et le soutien des autres. Voilà, on arrive à la fin
de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'analyse qui a été faite du livre. J'espère que les éléments de leçon vous auront permis de mettre en place des actions qui vous permettront de tendre, je l'espère, vers le bonheur. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Book Club 154. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify, à nous suivre, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.